Là, nous allons parler pendant quelques minutes donc, sur l'analyse appliquée du comportement, l'analyse du comportement appliqué, et donner quelques points particuliers sur les rapports entre analyse du comportement appliqué, ABA, et autisme. C'est-à-dire que l'ABA n'est pas spécifique pour les personnes avec autisme. L'ABA n'a pas été créé spécifiquement pour les personnes avec autisme. L'ABA est un domaine scientifique qui peut s'adapter, qui peut s'appliquer à tous les comportements humains, les comportements qu'on appelle socialement significatifs. Et dans le cadre de l'ABA, un des champs d'application de l'ABA, c'est l'aide, l'accompagnement pour les personnes avec autisme. Donc là, ça demande de prendre en compte certaines spécificités des personnes avec autisme, et bien évidemment, il est complexe, très complexe, voire impossible, de donner des pistes pour toutes les personnes avec autisme. Bien évidemment, les êtres humains sont tous différents les uns des autres, les personnes avec autisme sont toutes différentes les unes des autres, et on ne peut pas calquer un programme et dire, voilà, pour l'enfant avec autisme, il faut faire comme ça. C'est strictement impossible. Quand on parle d'analyse du comportement, on parle d'une approche individualisée qui doit être individualisée à chacun, et on ne peut absolument pas se dire, voilà, pour le petit garçon avec autisme, pour la petite fille avec autisme, pour l'adolescent, il faut faire de cette façon-là. Il faut qu'on prenne en compte la diversité des comportements humains, la diversité des comportements des personnes avec autisme pour pouvoir les aider au mieux. On va essayer de voir quand même quelques pistes générales, certaines qui sont liées à des recherches scientifiques qui ont montré voilà, des particularités de certains sous-groupes de personnes avec autisme. Je dis pourquoi de sous-groupes, et ben parce que tout simplement quand on analyse un peu la recherche scientifique, quand on voit des résultats qui montrent que 80% des personnes avec autisme ont telle ou telle spécificité, très bien, c'est 80%, mais il reste encore un grand pourcentage, 20% des personnes qui fonctionnent différemment. On va essayer de voir quelques pistes générales, ensuite de voir si elles s'appliquent ou pas aux enfants dont vous vous occupez, à vos propres enfants. Donc là, il faut individualiser. Certaines des pistes qu'on va voir sont tirées des classifications, donc le DSM, le manuel statistique et diagnostique, qui est édité par l'Association américaine de psychologie, de psychiatrie, et certaines qui sont tirées des classifications de la CIM, donc la classification internationale des maladies, qui est éditée par l'OMS. Quand on parle de la personne avec autisme, en général, on parle d'une personne qui a des déficits dans la communication sociale, dans les interactions sociales, une personne qui a un manque d'intérêt pour les contacts sociaux. Ça, c'est un des critères diagnostiques. Et dans ce sens, on devrait diriger au moins une partie de nos interventions auprès des personnes avec autisme pour qu'elles aient plus d'intérêt pour les contacts sociaux. En particulier, quand on est sur des prises en charge avec des enfants jeunes ou avec des enfants qui ont des déficits vraiment marqués, c'est la mise en place de procédures, on en reparlera sur un autre module qui s'appelle le pairing, c'est-à-dire essayer de créer ce lien social, d'améliorer ce lien social, parce que ça permet à l'enfant d'avoir accès à une étendue d'événements agréables, d'événements plaisants, une étendue de renforçateurs beaucoup plus grande s'il est plus sensible aux événements sociaux. Ça lui permet d'apprendre plus facilement au contact de ses camarades, par imitation ou juste par observation. Ça permet de fonctionner de façon plus
plus adéquate, plus facile à l'école. Donc ça lui permet de tirer parti de tout son environnement social. Pour certains des enfants avec autisme, avec lesquels on peut travailler, on voit que les contacts sociaux peuvent être même vécus comme quelque chose d'aversif, quelque chose de très désagréable pour eux. Et comme je disais, tant que ces contacts sociaux revêtent cette valeur aversive, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont pas pouvoir tirer parti de leur environnement social. Et s'ils ne peuvent pas tirer parti de leur environnement social, leurs possibilités d'apprentissage vont être beaucoup plus limitées. Il y a certains travaux, comme on peut penser aux travaux de Simon Baron-Cohen, qui nous montrent que déjà au niveau du traitement des stimuli sociaux, au niveau du traitement du regard, au niveau du traitement de la position du corps, c'est difficile pour certains enfants avec autisme. Donc si on prend en compte cette information-là, on va l'utiliser pour améliorer l'attention de la personne avec autisme vers les stimuli sociaux. Alors essayer de l'améliorer, en tout cas essayer de donner des pistes à la personne avec autisme, mais ensuite, on va le voir après, on doit aussi prendre en compte les spécificités de la personne avec autisme et on ne va pas le forcer à faire attention, à regarder dans les yeux les personnes autour de lui, si pour lui c'est quelque chose qui est vécu comme quelque chose de très difficile. Donc c'est là toute la difficulté de faire la balance entre enseigner les comportements et puis les forcer. Enseigner pour que la personne ait à sa disposition un choix, la possibilité, mais ne pas forcer, ne pas aller à l'encontre de ses spécificités. Et en dernier point, j'avais noté que la personne avec autisme peut avoir des difficultés à comprendre et à s'adapter aux contextes sociaux. Là, c'est la difficulté du traitement de toutes ces informations qui, dans un contexte social, vont très très vite. Quand on a un groupe de plusieurs personnes qui est en train de converser, on se rend compte de l'énorme quantité d'informations qui est échangée entre le verbal, le non-verbal, le paraverbal, la position du corps, etc. Ça peut être une quantité phénoménale d'informations à traiter. Et pour les personnes avec autisme, ça peut être extrêmement compliqué de s'adapter à toute cette variation, tous ces stimuli qui n'arrêtent pas de changer. Un critère diagnostique qu'on retrouve quand on parle d'autisme, il est souvent lié au comportement, aux intérêts restreints, au comportement répétitif, aux intérêts restreints. Ça peut être des comportements qui sont uniquement liés à l'utilisation du corps. C'est, je ne sais pas, un enfant qui va sauter sur place, qui va faire du flapping, un enfant qui va avoir qui va appuyer sur ses oreilles, appuyer sur l'œil, ce genre de choses, des comportements qui vont être uniquement liés à l'utilisation du corps. C'est un petit peu ce qu'on appelle le niveau 1 des autostimulations, parce que l'OVA s'appelle le niveau 1. Le niveau 2, on passe à des comportements d'autostimulation, des intérêts restreints qui utilisent des objets. Ça va être un enfant qui, par exemple, va aligner les crayons de couleur, qui va mettre les voitures exactement dans l'ordre auquel il a pensé. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Point de vue perceptif, qu'est-ce que ça lui apporte ? On ne peut pas, nous, le savoir vraiment, mais ça lui apporte quelque chose. Donc ça, c'est des intérêts restreints qui sont liés à l'utilisation des objets. Un niveau un petit peu plus, on va dire un petit peu plus social sur les autostimulations, sur ces comportements restreints,
ça serait l'intérêt pour certains thèmes. C'est ce qu'on peut avoir avec des enfants qui vont adorer, qui vont être intarissables sur les départements français, sur la trilogie des Dents de la Mer, sur Star Wars. Donc ça, c'est des enfants qui vont être capables d'en parler, d'en parler, d'en parler, donc qui vont avoir un intérêt pour ces thèmes-là, et en même temps cet intérêt qui commence à les amener vers des comportements sociaux, à aller vers les autres, à pouvoir discuter de leurs intérêts avec autrui. Donc là, on a quelque chose qui évolue en fait sur déjà l'acceptabilité sociale et sur le rapport social, c'est-à-dire passer des autostimulations qui mettent juste, qui impliquent juste l'utilisation du corps, à celles qui utilisent des objets et à celles qui vont être plus sociales, liées à certains thèmes. Est-ce qu'il faut les réduire, ces comportements d'autostimulation, ces intérêts restreints? Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut les contrôler? Certains, dans le domaine de l'analyse du comportement, ont pu dire à des époques qu'il fallait absolument diminuer toutes les autostimulations. En ce qui me concerne, je pense que c'est une erreur, une très grosse erreur, parce que quand on parle avec des personnes atteintes d'autisme, elles peuvent nous expliquer que pour elles, certaines de leurs autostimulations vont leur permettre de réguler le niveau, vont permettre de réguler leurs sensations, et ça va leur permettre d'organiser leur fonctionnement. Donc je ne pense pas qu'il faille les réduire, en tout cas peut-être les réduire dans certains cas, les supprimer très certainement que non, les contrôler, ça peut être important pour certains enfants, s'ils n'arrivent pas à le contrôler eux-mêmes, à ce qu'on leur apprenne à contrôler. Par exemple, je pense à un enfant avec lequel on avait beaucoup travaillé pour que les autostimulations qui étaient de sauter sur place en battant des bras, qu'il puisse le faire quand il était par exemple dans sa chambre, plutôt que de le faire au milieu du salon. Et ça a très bien fonctionné, et depuis, il peut très bien dire à ses parents, écoutez, je vais quelques instants dans ma chambre, je reviens tout à l'heure. Donc c'est a priori vers là que je pense qu'il faut qu'on se dirige plus, vers aider la personne à contrôler les autostimulations, éventuellement les faire aller vers un aspect plus social, que ces intérêts, si possible, puissent devenir quelque chose de social, de socialement valorisé également. S'il aime bien, je sais pas, s'il aime bien certains films ou certains types de films, qui puissent être inscrits sur des clubs, sur des activités qui vont lui permettre, voilà, au milieu de ses pairs, d'être valorisé socialement. Certaines caractéristiques qu'on retrouve quand même régulièrement chez les personnes avec autisme, c'est ce qu'on va appeler, terme un peu technique, ABA, la surgénéralisation ou la sursélectivité. Ce qu'on appelle la surgénéralisation, ça va être qu'un comportement, au lieu d'apparaître seulement dans tel contexte ou seulement devant tel stimulus, devant tel antécédent, il va apparaître à plein de moments différents. Et ça, à plein de moments, en plein de lieux, devant plein de matériels différents, et ça peut être un problème. Donc c'est au niveau de nos enseignements qu'il faut qu'on puisse bien faire attention à ne renforcer, ne féliciter le comportement que quand il apparaît dans le contexte adapté. C'est l'exemple assez classique des enfants avec autisme. On a aussi ça chez les enfants avec un développement typique. Les enfants qui, dans la rue,
vont dire bonjour à absolument toutes les personnes qu'ils vont croiser ou qui vont aller faire la bise au moindre inconnu qui passe. C'est ça qu'on appelle la surgénéralisation, un comportement qui, au lieu d'être restreint à telle ou telle personne, dans mon exemple, va apparaître dans beaucoup de situations différentes. On peut avoir à l'inverse ce qu'on appelle la sursélectivité, c'est-à-dire des enfants qui vont ne prendre en compte pour trouver la réponse ou pour émettre le comportement, qui ne vont prendre en compte qu'une certaine partie du contexte, qui vont se fixer sur des détails de l'image, par exemple, ou des détails non pertinents de l'image. Quand on commence à travailler, je sais pas, imaginons travailler avec l'enfant pour qu'il puisse sélectionner l'objet téléphone quand on met plusieurs objets devant lui. Si on n'y fait pas assez attention, l'enfant il risque de comprendre que téléphone égale juste cet item-là, cet objet-là, avec les touches qui sont organisées de telle façon, avec l'antenne ou l'écran qui est de telle façon. Et si on lui présente un autre téléphone, il ne va pas faire le lien que c'est le même objet. Donc ça, c'est aussi à nous, dans nos enseignements, de prévoir ce qu'on appelle la généralisation pour que l'enfant puisse ne pas se focaliser juste sur certains détails non pertinents de la situation, mais qu'il puisse comprendre la globalité, dans mon exemple, de l'objet. Pour les personnes avec autisme, on a aussi des résultats, comme les résultats de Monica Zilbovicius, qui nous montrent des difficultés à traiter les informations verbales. Difficulté à traiter les informations verbales, en particulier quand ces informations sont dites sans support visuel, ne sont pas supplémentées d'un support visuel. Dans ce sens-là, les informations verbales sont très labiles. À peine les informations verbales présentées, à peine les mots prononcés, ils ont déjà disparu. Alors qu'à l'inverse, des informations visuelles vont être fixes. On va pouvoir y revenir quand on en a besoin. On va pouvoir, si on ne sait plus ce qui s'est passé ou ce qu'on va faire dans le futur, on peut revenir sur les informations verbales et on peut, comme ça, récupérer les informations. Alors que pour des informations verbales, si on dit juste à l'enfant tout à l'heure on va aller au supermarché, une fois que la phrase a été prononcée, elle a disparu. Alors que l'image du supermarché, elle peut rester. On a des résultats aussi scientifiques qui montrent les difficultés, certainement en lien avec le système cérébral qu'on appelle les neurones miroirs, les difficultés sur l'imitation. Et ça, l'imitation, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse travailler, qu'on puisse enseigner aux enfants avec autisme, parce que ça va nous permettre d'aller très rapidement dans nos apprentissages s'ils sont capables d'imiter, nous imiter, nous, éducateurs, psychologues, ou imiter leurs camarades, ou imiter les personnes qui voient autour d'eux. Ça va permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans les apprentissages. Également, on peut avoir des difficultés en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les comportements restreints, comportements d'autostimulation. On peut avoir des difficultés sur le jeu en autonomie. Difficultés sur le jeu en autonomie, très souvent, c'est des enfants auxquels il va falloir apprendre à s'occuper un petit peu tout seul, apprendre les jeux, parce qu'il y a des difficultés au niveau de tous les aspects de faire semblant. Donc il va falloir qu'on les aide, qu'on les guide, qu'on mette en place par exemple des cahiers d'activités ou des livres d'activités qui vont pouvoir les aider à mettre en place des jeux en autonomie. Le contact oculaire, c'est quelque chose qui est très souvent signalé comme étant une grosse difficulté pour les personnes avec autisme.
certains adultes ou certaines personnes avec autisme qui sont capables d'exprimer leur ressenti peuvent nous dire que pour eux, pour certains d'entre eux, le contact oculaire peut être vécu comme quelque chose de très aversif. Donc là aussi, prenons en compte les spécificités de la personne avec autisme, prenons en compte ce que certains peuvent nous dire pour ne pas forcer ce contact oculaire. Ça n'a aucun intérêt. Et puis on sait aussi que certaines personnes avec autisme vont avoir une vision périphérique très efficace. Donc si elles peuvent apprendre plein de choses, si elles peuvent être attentives à nous sans avoir besoin de passer par un regard direct, eh ben, pourquoi pas? Ce n'est pas un problème en soi.